c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron est à Marseille pour 3 jours, Alexis. Le président de la République est arrivé dans la cité phocéenne en fin de matinée. L'occasion pour lui de dresser un premier bilan de son plan Marseille, en grand lancé il y a tout juste 2 ans. Vous avez raison, effectivement ça c'est l'objet, on va dire, premier. C'est l'objet immédiatement politique, voire économique de cette visite. Mais nous allons le voir dans un instant, Marseille n'est pas n'importe quelle ville. Bon, c'est la 2e ville de France sur un plan démographique, mais c'est une ville, comment vous dire, qui représente quelque chose dans l'imaginaire national. On pourrait même dire qui aimante l'imaginaire national, notamment d'ailleurs depuis un siècle en gros. Albert Cohen, Marcel Pagnol, cette amitié stellaire sur les bords de la Canebière. Et aujourd'hui, effectivement, Marseille représente quelque chose qui excède largement l'intérêt qu'on peut porter à d'autres villes. Et qui a une place à part également dans l'imaginaire personnel d'Emmanuel Macron. Alors visiblement, effectivement, ça c'est une dimension sur laquelle d'ailleurs on peut tout de suite enchaîner. Vous avez absolument raison. Alors au-delà des annonces chiffrées, etc., au-delà de l'attente des édiles locaux, on sait que Renaud Muselier a déclaré hier, je crois, que jusqu'à maintenant l'État n'avait pas très bien traité la ville, mais que depuis qu'Emmanuel Macron est là, les choses s'arrangeaient. C'est le président de la région. Voilà, c'est le président de la région Sud, qui est un homme important dans la reconfiguration du paysage politique dans le sud-est méditerranéen. Au fond, pour faire très vite, c'était un cacique LR, rallié aujourd'hui à Emmanuel Macron, aux grandes dames d'ailleurs d'autres caciques LR de la région, notamment David Lisnard, etc. Maire de Cannes. Il représente quelque chose dans cette espèce de reconfiguration vers la droite du macronisme. Mais au-delà de ça, évidemment, il est un des interlocuteurs privilégiés de l'État en matière de dotation publique. 1 milliard d'euros pour les transports, 254 millions d'euros pour les écoles, 169 millions d'euros pour les hôpitaux Nord et de la Timone. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de manne qui va se déverser sur Marseille et plus largement sur les Bouches-du-Rhône. Et donc le premier sens en quelque sorte de ce voyage est de dire Marseille, make Marseille great again, mais aussi state is back. C'est-à-dire l'État, contrairement à ce que vous pourriez croire, certains pourraient croire, veut faire passer comme message le président de la République. L'État sous mon premier quinquennat et sous ce 2e quinquennat n'est pas en train de se désinvestir des zones les plus sensibles du territoire national. Ça, c'est la première dimension de ce voyage. Mais vous avez raison, la plus intéressante n'est pas là. Elle n'est pas non plus dans les annonces qui vont être faites dans les 3 jours qui viennent pour notamment renforcer sur les transports. Et sur les transports, vous avez absolument raison, sur l'éducation, mais aussi pour renforcer la lutte contre la délinquance. On sait qu'il y a une criminalité importante dans la ville de Marseille. Et le président sera tout à l'heure sur le chantier de la prison des Baumettes 3. Exactement. En réalité, la dimension la plus intéressante et plus subjective. Alors non seulement parce qu'on apprend par des pseudo-confidences, à mon avis un peu téléphonées, mais peu importe, d'amis locaux que Brigitte Macron et lui ont, on apprend sa dilection particulière de jeune adolescent pour l'OM. J'émets quand même un petit doute. Alors, Paul était sans doute fasciné par l'OM, je ne sais pas si son niveau de stifosisme atteignait celui de Steve Nadjar, par parenthèse. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. À quoi est-il en train de se livrer en faisant donc un 2e voyage en 2 ans dans la cité phocéenne et pas simplement un saut de puce, si vous voulez, de quelques heures. C'est long, 3 jours. C'est long. Comme vous dites, le président s'installe à demeure dans la cité phocéenne. En fait, il est en train de faire de la grande politique. Expliquons-nous. Marseille, c'est vrai que c'est un laboratoire à la fois des difficultés mais des promesses françaises. Vous savez depuis longtemps, et ça d'ailleurs c'est un élément de sincérité absolue chez lui, vous savez l'importance capitale que revêt pour Emmanuel Macron le fait de tendre la main aux banlieues. On sait d'ailleurs que c'est lui qui avait ubérisé en partie le taxi quand il siégeait à la commission Attali, enfin qui y avait poussé afin de faire rentrer certains outsiders du marché du travail dans le marché du travail. Ce qu'il avait fait ensuite comme ministre de l'économie. Bon, mais à juste titre, ils ne sont pas débiles à l'Élysée, ils savent très bien le reproche important qui peut être fait aujourd'hui à cet exécutif d'avoir au fond laissé la France se polariser socialement, et croyez bien qu'il n'y a pas que dans la ruralité qui vote RN que ce reproche est évoqué. Ce reproche est évoqué aussi dans une partie de l'électorat issu de la banlieue qui reproche au fond à cet exécutif de ne pas assez
à leurs yeux, s'occuper d'eux. Donc, l'un des enjeux, on va dire métapolitique, j'aime bien ce mot que j'ai emprunté à Gramsci, qui est beaucoup utilisé par Éric Zemmour, mais c'est un mot intéressant. L'un des enjeux métapolitiques, et non directement politiques en réalité, de cette visite à Marseille, est de montrer, en chair et en os en quelque sorte, à l'ancienne, si vous voulez, que l'État se réinvestit, puisque le premier magistrat suprême est lui-même sur place pendant 3 jours. Et au-delà de ça, je dirais que ça va même encore un cran au-delà. Il parle aux catégories sociales vivant dans les banlieues populaires. Je crois, si vous voulez, à travers cette visite. Nous avons une sorte d'image kaléidoscopique du projet macronien. Je ne sais pas si le projet macronien est valide, j'essaie de le décrire avec vous. Autant on peut dire que le projet de la France insoumise, tel que porté par Jean-Luc Mélenchon, c'est la créolisation progressive de la société française. On ne peut pas en dire autant du projet macronien. Le projet macronien, c'est de réunir ce qui est épars dans la société française, c'est-à-dire de faire en sorte, sincèrement, alors je ne sais pas s'il y arrive, mais qu'il y ait moins de fossés entre les France des centres-villes et les France des banlieues, notamment. Vous voyez, c'est au cœur de la matrice historique, j'allais dire, du macronisme de 2016 ou 2017. Pour l'instant, ça ne s'est pas vraiment réalisé. Ce dont on s'aperçoit, les enquêtes d'opinion en témoignent, c'est que cette jeunesse des banlieues a un sentiment accru et on peut dire dramatique de délaissement. Donc je pense que un des objectifs de l'opération marseillaise est de montrer que le macronisme est en train profondément de réformer la France en permettant à tous ceux qui se sentent aujourd'hui exclus de monter dans le train de l'ascension républicaine. On n'ose plus dire de l'assimilation républicaine, mais une parenthèse là-dessus, Emmanuel Macron, il est prudent sur le sujet. Je pense en revanche qu'il se rend compte ce que, disons, les partis de gouvernement, et notamment la gauche du gouvernement, a perdu en abandonnant la notion d'assimilation républicaine. Il est possible que pendant ces 3 jours à Marseille, il fasse des allusions à ce sujet-là. Alexis, autre sujet au cœur de l'actualité, la situation au journal du dimanche. La grève des salariés de l'hebdomadaire est reconduite jusqu'à mercredi après la nomination comme directeur de la rédaction de Geoffroy Lejeune, qui avait été limogé quelques jours plus tôt des mêmes fonctions au magazine Valeurs Actuelles. Un mercato médiatique qui reflète, selon vous, Alexis, l'extension du domaine de la lutte entre les droites françaises. Oui, à l'évidence. Si vous voulez, on peut avoir une lecture purement éditorialo-comptable de ce genre d'affaires. C'est-à-dire, on dira, comme certains dans un cas, oui, mais Geoffroy Lejeune à Valeurs Actuelles ne s'entendait plus avec son actionnaire, le puissant armateur Iskander Safa. On dira... Pour oui. des raisons de ligne. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est l'écume des choses. Allons droit au but. Que se passe-t-il actuellement? Nous avons donc derrière, si vous voulez, ces chaises musicales dans les journaux français, on va dire du centre droit et de la droite, nous avons en fait une actualisation en quelque sorte de ce que je me permettrais d'appeler la nouvelle guerre des droites. C'est-à-dire, pour faire très vite, la guerre entre un LR qui réessaye d'exister et une droite plus hors les murs, qui a été effectivement très bien incarné par Geoffroy Lejeune à la tête de Valeurs Actuelles. Il a d'ailleurs donné, quoi qu'on pense de ses idées, ce n'est pas un jugement, c'est une analyse politique. Il a donné à cet hebdomadaire de la droite une visibilité que celui-ci n'avait plus eu depuis longtemps dans son existence, on va dire médiatico dans l'espace public. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, que se passe-t-il? Vous avez à l'évidence, derrière les forces qui ont, conduit à son éviction surprise de la tête de Valeurs Actuelles, en dépit du fait qu'il ait mené une campagne assez habile pour se maintenir à son poste pendant quelques mois, vous avez à l'évidence une partie de l'appareil LR. C'est ça la réalité, voyez. Et ça n'est absolument pas faire un procès d'intention contre quiconque, c'est le décrire. C'est-à-dire que l'homme qui, a décidé de son limogeage pour le compte de l'actionnaire Iskander Safa, est quelqu'un qui est absolument intégré, à l'appareil de pouvoir LR, c'est pas du tout une injure que de le dire, c'est la réalité. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une tentative qui va sans doute être une tentative très vigoureuse, sinon même véhémente, de milliardaire Vincent Bolloré, de repositionner le JDD, qui est une acquisition importante pour lui, dans le sens d'une opposition beaucoup plus virulente que celle qui était conduite jusqu'à maintenant à la politique d'Emmanuel Macron. Et de faire du JDD un nouveau Valeurs Actuelles? Je n'en sais rien. Mais si vous voulez, là aussi, il ne faut pas sous-interpréter tous les signes relatifs à des nominations. Dans la presse, la plupart du temps, les nominations de directeur de la rédaction ou de la publication ont une signification politique. Et là, en l'occurrence, je prends les choses au bon niveau. La signification est politique et métapolitique. Vous avez, à l'évidence, un JDD qui va redevenir un organe d'opposition assez virulente
au macronisme, parce que ça correspond de toute façon à la feuille de route intime de Vincent Bolloré, dont les relations avec l'Élysée sont extrêmement complexes, mais relèvent quand même aussi, sur le plan médiatique, de l'oppositionnel. Et vous avez de l'autre côté, un Valeurs Actuelles qui, quoi qu'on pense des choix, va courir le risque, en quelque sorte, d'une forme de banalisation, de normalisation, de pasteurisation de sa ligne, comme s'il s'agissait pour eux désormais, dans la course à l'échalote de la respectabilité LR, de faire une sorte de point bis, voire d'express bis. Nous en sommes là. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr en podcast et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Très bon après-midi à vous.